Aujourd'hui avec moi Brigitte Bogucki, spécialisée famille, Louis-Marie Bourgeois qui va vous parler de votre argent. On commence tout de suite. Bonjour. Bonjour Laurence. Alors on commence par une question internet de Nathalie de Thonon-les-Bains. Mon mari gagne moins que moi, nous allons divorcer. Est-il vrai que je peux être condamnée à lui verser une prestation compensatoire? C'est pour vous Brigitte. Eh bien oui, c'est vrai. C'est vrai, la prestation compensatoire, la loi ne la prévoit pas sexuée. C'est une somme qui est destinée, selon la loi, à compenser la disparité financière que le divorce va créer entre les parties. Le fait de gagner moins ne suffit pas. Il faut aussi voir quel est l'avancement de carrière potentiel et quel est le patrimoine. Alors, une question visio-répondeur de Maryse de Paris, justement sur l'héritage. Bonjour, je suis Maryse, j'ai 59 ans. Je viens de recevoir 25 000 € en héritage. Je souhaiterais pouvoir transmettre cette somme à mes enfants. Pouvez-vous m'indiquer comment je dois procéder et quels en seraient les frais? Merci. Sympa Maryse, elle hérite, elle pense déjà à donner l'argent à ses enfants. Hein. C'est une bonne chose, c'est de plus en plus fréquent parce que c'est vrai qu'avec l'allongement de la durée de la vie, on pense souvent de plus en plus à transmettre tôt et à transmettre aussi de façon transgénérationnelle, c'est-à-dire à sauter une génération pour faire des donations, ce qui est possible et sur le plan du droit civil. Donc elle peut, là, et sur le plan du droit fiscal, c'est possible aussi, puisque, et a priori sur ce type de montant-là, ça coûtera absolument rien en termes de droits d'enregistrement, de droits fiscaux, puisqu'il y a des abattements qui sont de 50 000 € pour toute donation à des enfants ou 30 000 € pour des petits-enfants. Et donc le plus simple qu'elle a à faire, c'est de faire cette donation. Alors soit sous forme d'un don manuel, soit en passant chez le notaire. Et dans tous les cas, on sera en dessous des montants d'imposition. À présent, une affaire de voisinage. Cécile, 79 ans, nous a laissé un message sur le répondeur de l'émission. Elle n'arrive pas à se faire entendre par son voisin. Le différend porte sur un arbre mort qui lui fait très peur. Sophie Thomas-Gérard et Patrick Ange-Tardito se sont rendus sur place dans un petit village des Landes, à Saint-Cric-Villeneuve. Très exactement. J'ai un arbre mort dangereux à proximité de ma maison qui me cause beaucoup de soucis parce que quand il y a du vent, les branches mortes tombent sur mon garage. Il est tombé des quantités de branches qui tombent sur mon linge, sur mon séchoir à linge. C'est infernal. Le propriétaire ne veut pas le faire couper. Il sourit et il ne fait rien. Il est venu me voir avant-hier et il m'a dit « Mais pourquoi voulez-vous faire couper ce bel arbre? Vous détruisez la nature. Cet arbre, il est très beau. » Si le voisin ne veut rien entendre, qu'en est-il du maire? Est-il au moins un peu plus compréhensif? Soyez diplomate, madame, ça va s'arranger tout seul. 4 ans que j'attends. Qu'est-ce que c'est 4 ans dans la vie d'une femme? Oui, mais au mien, non, mais ici, 4 ans, il ne sera pas tomber. il tombe par morceaux. Aïe, mais je ne peux pas protéger toute la commune, je n'ai pas les ailes assez grandes. J'essaie de leur conseiller, de faire abstraction, de leur passer quelquefois, de leur chicane, d'autres fois s'il y a eu chicane, pour trouver un arrangement à l'amiable pour ces genres de bricoles, parce que moi j'appelle ça des bricoles. Nous décidons de faire venir un bûcheron pour savoir si cet arbre présente un réel danger. Oui, celui-là il est très dangereux. Bon. Là la pourriture est certaine. Là, bon, moi je donne mon avis de spécialiste, c'est tout. On voit tout le long, hein. Tout le long il est pourri. Il faut pas hésiter 2 secondes. Quoi. La solution, c'est de tomber le plus rapidement possible. Oui. Confortée par les conclusions du bûcheron, Cécile va essayer une fois encore de convaincre ce propriétaire récalcitrant. Alors, j'ai le devis pour l'abattage de l'arbre dangereux, là, le chêne. Le bûcheron est venu et c'est un prix intéressant. Il demande 211 €. Vous ne voulez rien savoir? Bon, eh bien, très bien, très bien, très bien. Au revoir Jean-Marc. Il ne veut rien savoir. Il veut que ce soit moi qui paye entièrement. Pas facile hein, pour Cécile, hein, Brigitte. Pas évident juridiquement non plus. Si l'arbre est à moins de 2 mètres de la propriété de Cécile, là, pas de problème, légalement, l'arbre ne devrait pas dépasser 2 mètres de haut, donc elle peut exiger qu'il soit abattu. Si l'arbre est au-delà de 2 mètres, le problème c'est que la loi ne prévoit rien de spécifique, donc il faut qu'elle parle d'un trouble anormal de voisinage et qu'elle saisisse le tribunal, ce qu'elle pourra faire assez facilement en prouvant quelle est la situation. Simplement, saisir le tribunal pour ça, c'est un peu long, il y a 200 € en jeu, c'est ouais. pas non plus... Donc moi ce que je propose à Cécile, d'abord c'est qu'elle essaye
peut-être à nouveau de téléphoner au voisin, cette fois-ci en lui rappelant ses obligations légales et en lui disant que si c'est pour se faire condamner devant un tribunal, c'est un peu dommage. Et puis sinon, puisque le voisin accepte qu'elle paye, que ce qui fait peur à Cécile, c'est que l'arbre tombe. Soyons pragmatiques. Cécile se fait autoriser par le voisin à couper l'arbre compte tenu de sa dangerosité. Elle garde une attestation du bûcheron disant que l'arbre est dangereux et elle fait couper l'arbre. Elle paye et ensuite elle saisit, si le voisin n'est pas d'accord, elle saisit le juge de proximité pour faire condamner son voisin, qu'on trouve dans les tribunaux d'instance. Ou les tribunaux d'instance, mais c'est les mairies, non? Non, c'est les tribunaux d'instance, le juge de proximité. Elle peut voir peut-être un conciliateur de justice, alors, dans la mairie, non? Elle peut essayer, mais visiblement, ils ont essayé un certain nombre de choses, et à un moment donné, ça ne sert à rien de continuer indéfiniment. Elle fait abattre l'arbre, comme ça au moins elle aura plus d'angoisse, et c'est important de ne plus avoir d'angoisse, c'est quand même un élément fondamental. Bien sûr. Et puis, elle a 79 ans quand même. Exactement. Cécile, alors, Elle paye les 211 €, même si c'est une somme, et elle saisit le juge de proximité, elle peut le faire toute seule. Elle apporte tous les éléments de preuve, et je pense qu'elle pourra obtenir une très claire condamnation de son voisin à lui rembourser. Bon allez, on ne va pas aller jusque-là. Hugues, qui fait partie de notre équipe, a appelé le voisin de Cécile pour trouver un compromis. Voyons le résultat. Bonjour, ici Hugues Driancourt de l'émission On peut toujours s'entendre sur France 3. Oui. Et je vous appelais pour discuter un petit peu avec vous donc, de l'arbre qui cause des soucis à cette dame. Je voulais savoir si aujourd'hui on pouvait s'orienter vers un arrangement à l'amiable. Bon, il n'y a rien d'urgent, je pense. Il ne fallait pas s'alarmer tout ce monde pour couper un arbre qui va peut-être la gêner, quoi. Enfin, moi j'ai répondu par un courrier, je ne sais pas si vous l'a fait parvenir. On lui a bien expliqué qu'on va le faire, il n'y a pas de souci, on va le faire faire. Je ne sais pas par quel bûcheron. Je connaissais pas spécialement celui-là, donc moi j'ai contacté le mien. Et puis s'il est gênant, on va le détruire. Moi c'est pas... Et s'il faut le faire, si ça dérange vraiment Madame Eudes, parce que... Et vous êtes d'accord donc pour participer à la moitié des frais pour... On va le faire, oui, on va le faire. Oui. On n'est pas des bandits, et on habite ici, et... Si elle a choisi, écoutez, moi je veux le rappeler, et puis c'est tout. Et si c'est urgent, on va le faire, et puis c'est tout. Eh bien voilà, affaire réglée, comme on dit. Absolument. Louis-Marie Bourgeois, une question internet de Gwenaël de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. J'ai gagné 3 000 € à un jeu de hasard acheté chez mon buraliste. Dois-je payer des impôts sur cette somme ? Alors, les jeux de hasard ne sont pas expressément exonérés par la loi, mais de fait, comme c'est pas une activité réelle que de pratiquer des jeux de hasard... D'aller gratter chez le buraliste un petit ticket. Ils sont exonérés, donc on gagne 2 fois, une fois au jeu et après une fois fiscalement. En revanche, il faut faire attention, c'est pas le cas de toutes les façons de jouer, et notamment, il ne faut pas tomber non plus dans le caractère de joueur professionnel. Le joueur de bridge professionnel qui gagne sa vie comme ça, ben, naturellement, il est imposé sur ses revenus. Mais pour les jeux de hasard, notamment les jeux qu'on trouve chez les buralistes, tout ça c'est exonéré. Alors, une interrogation à présent de Sabine qui habite Nantes et qui est en instance de divorce et veut devenir propriétaire. Sa question laissée sur notre répondeur. Bonjour, je m'appelle Sabine, je vous appelle de Nantes. Je suis mariée sous le régime de la communauté et je vis séparée de mon conjoint. Je voudrais savoir si je peux acquérir un bien toute seule parce que nous allons bientôt divorcer et j'ai la possibilité d'acheter un appartement dans l'immédiat. Je vous remercie de me répondre. Brigitte, merci de lui répondre. Alors, la réponse, simplement, c'est oui, mais il faut prendre un certain nombre de précautions, parce que sinon, le bien tombera dans la communauté. Donc, 2 précautions, si possible, prendre les 2, sinon on prendra une seule, mais les 2, ça serait mieux. La première et la plus efficace, c'est que le mari intervienne à l'acte notarié. C'est-à-dire que lorsqu'elle va signer l'acte chez le notaire, son mari vienne également, signe, en indiquant que sa femme achète seul et qu'il reconnaît que ce bien est totalement hors communauté. Mais cela est un peu insuffisant. Ce qui serait parfaitement idéal, c'est qu'en outre, soit chez le notaire, soit même par un papier qu'ils font entre eux, ils signent tous les 2 un document reconnaissant qu'ils sont séparés depuis telle date, je ne connais pas la date, et indiquant précisément que depuis cette date, ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Les 2 mots sont importants. Pourquoi ? Collaborer. Cohabiter et collaborer. Les 2 mots sont très importants parce que ça veut dire que leur régime matrimonial de communauté dont elles parlent prend fin à cette date. Donc tout ce qui a été acheté après n'est plus dans la communauté. Voilà, ça permettra, une réponse. s'il se passe quelque chose, de résoudre le problème. Voilà une réponse claire, en tout cas. Une petite séquence de vrai-faux pour vous, Louis-Marie Bourgeois. Le principe, je vous pose 3 questions. C'est ni oui ni non, mais vrai ou faux, ok ? Je ne suis pas imposable, donc je n'ai pas à payer la redevance. Faux. C'est pas si clair, il y a d'autres critères. Qui sont les mêmes qu'en matière de taxe d'habitation. Maintenant que les 2 ont été accolés, les régimes sont quasiment identiques. Donc faux, sous réserve d'autres précisions. Au-delà de 18 ans, mon enfant ne peut plus être rattaché à mon foyer fiscal. C'est faux aussi, je vous félicite pas. Au-delà de 18 ans, on est tout à fait rattachable, jusqu'à 21 ans, à condition simplement de le demander, et jusqu'à 25 ans dès lors qu'on est étudiant. Et même sans limite d'âge pour les enfants invalides. Passé un délai de 3 ans, l'administration fiscale ne peut plus contrôler mes déclarations.
Alors ça c'est vrai, à une réserve près, c'est que c'est 3 ans plus l'année en cours. C'est-à-dire qu'un contrôle qui sera déclenché aujourd'hui, début 2007, eh bien, il pourrait porter sur le début d'année 2007, plus les 3 années antérieures, donc 2006, 2005 et 2004. Donc sur un contrôle déclenché en fin d'année, on peut aller jusqu'à quasiment 4 ans, puisqu'on a l'année en cours qui est très longue. Mais sur d'autres cas, d'autres impôts, notamment les droits d'enregistrement ou l'ISF, on a parfois des délais qui montent jusqu'à 10 ans. Mais la règle générale, c'est 3 ans. Alors on termine cette séquence par une question téléphone de Julie de Saint-Étienne qui a un problème avec ses voisins. Bonjour, récemment mes voisins du dessus ont retiré leur moquette et mis du parquet à la place. Du coup, j'entendais pas toute la journée au-dessus de ma tête et parfois même ça me réveille la nuit parce qu'ils rentrent tard le soir. Je leur ai signalé plusieurs fois, mais ça continue, donc je voudrais savoir ce que je peux faire aujourd'hui pour que ça s'arrête. Merci. Alors le plus simple, déjà, essayez de trouver un accord amiable avec eux en leur expliquant. Ceci étant dit, la loi vous protège. Lorsqu'un voisin a changé la moquette au sol, enlever la moquette pour mettre du parquet, c'est-à-dire à changer le phénomène acoustique du sol, vous pouvez obtenir de l'obliger à faire remettre quelque chose qui acoustiquement soit à l'identique du précédent, moquette ou autre sol acoustique. Comment l'obliger ? Par un tribunal, vous pouvez saisir le tribunal, le juge de proximité en général, pour l'obliger sous astreinte, c'est-à-dire sous une obligation financière à le faire, et obtenir des dommages et intérêts. C'est violent quand même. Hein. Je vous ai dit au début, il faut commencer par discuter. Le seul problème, c'est peut-être de savoir si, dans le règlement de copropriété, il n'y a pas déjà quelque chose d'inscrit. Souvent, il est précisé dans le règlement de copropriété que pour changer le revêtement de sol, il faut impérativement obtenir l'autorisation de la copropriété. Donc une lettre du syndic, pour être simple. Si votre voisin ne l'a pas fait, vous êtes sûr d'obtenir ce que vous voulez du tribunal. Donc déjà, contactez votre voisin, vérifiez dans le règlement de copropriété, contactez-le. Oui. Si le règlement de copropriété ne le permet pas, on peut le faire en trouble anormal de voisinage. Et à ce moment-là, effectivement, il faut d'abord tenter la médiation et si on n'y arrive pas, le tribunal. Merci Brigitte.